Le silence perçant s'empara du hall lorsque le rire retentit. Ce n'était pas un rire discret, mais fort, moqueur, du genre qui fait tourner les têtes et croiser les regards dans une complicité malicieuse. Au centre de ce cercle de gêne, une fillette de 6 ans restait immobile, tenant contre elle un ours en peluche usé. « Ce n'est pas un jouet pour enfants, ça, » dit le directeur, sa voix chargée de mépris tandis qu'il tenait la carte noire entre 2 doigts, comme si c'était quelque chose de sale. « Où as-tu eu ça ? Dis la vérité avant que j'appelle la sécurité. » La fillette ne pleura pas. Ses yeux se fixèrent simplement sur l'homme en costume gris qui la regardait du haut de son arrogance. Elle serra son ours plus fort et répondit d'une voix ferme qui contrastait avec sa petite taille. « Mon père me l'a donné. Il a dit que je devais venir ici et demander à voir mon compte. » Une nouvelle vague de rire traversa la pièce. Une femme en talons hauts se couvrit la bouche de la main, mais ses yeux brillaient d'un amusement cruel. Un homme portant des lunettes de soleil secoua la tête, murmurant quelque chose à la personne à côté. Le garde de sécurité près de l'entrée croisa les bras, observant la scène avec un sourire en coin. Le directeur se pencha sur le comptoir, rapprochant son visage du sien. « Ton compte ? Petite, sais-tu où tu es ? Ceci est la Sterling Trust Bank. Ici, ce n'est pas un endroit pour plaisanter. Maintenant, dis-moi d'où tu as volé cette carte avant que ça ne devienne sérieux. » Le mot « voler » planait dans l'air comme une accusation venimeuse. La fillette sentit le poids de dizaines de regards sur elle. Son cœur battait vite, mais elle resta droite, exactement comme son père le lui avait appris. « Je n'ai rien volé. Mon père m'a amené jusqu'à la porte et m'a dit que je devais le faire toute seule. Il a dit que cette carte était à moi. » « Bien sûr qu'il l'a dit, » se moqua une voix féminine derrière elle. « Et moi je suis la reine d'Angleterre. » Encore des rires. Le directeur fit un geste dramatique à ses collègues, roulant des yeux. « Regardez-moi ça, les gens. Nous avons ici une héritière. Comme c'est pratique qu'elle apparaisse seule, sans père ni mère, avec une carte qui est probablement tombée de la poche de quelqu'un. Peut-être qu'elle l'a trouvée dans la poubelle, » suggéra un autre employé, déclenchant encore plus d'éclats de rire. La fillette sentit quelque chose de chaud monter dans sa poitrine, mais ce n'était pas de la honte. C'était de la colère. Une petite colère encore, de la taille de ses 6 ans, mais bien réelle. Elle fit un pas en avant et posa l'ours sur le comptoir. « Alors vérifiez. Mettez la carte dans la machine et vérifiez. » La simplicité de la demande surprit le directeur. Il cligna des yeux plusieurs fois, clairement pas prêt à voir la fillette rester calme face à tant d'humiliation. Pendant un instant, quelque chose ressemblant à un doute traversa son visage, mais fut vite remplacé par plus d'arrogance. « Ah, tu veux que je perde mon temps avec ça ? Tu veux que je traite une carte volée juste pour prouver que tu es une menteuse ? Je ne suis pas menteuse. » « Non ?» Il croisa les bras. « Alors dis-moi, quel est le nom de ton père ? Cet homme si généreux qui t'a donné une carte platinum de la Sterling Trust ?» La fillette ouvrit la bouche pour répondre, mais le directeur l'interrompit d'un geste brusque. « Tu sais quoi ? Peu importe. Parce que quoi que tu dises, je ne croirai pas. Tu mens. Et tu sais comment je le sais ? Parce que les filles comme toi n'ont pas de compte ici. Elles n'ont pas d'argent ici. Et elles n'entrent définitivement pas seules dans cette banque comme si elles en étaient les propriétaires. » Chaque mot était un coup de poignard. Le hall entier observait maintenant, certaines personnes filmant discrètement avec leur téléphone, d'autres profitant simplement du spectacle. Personne ne se leva pour défendre la fillette. Personne ne questionna le traitement qu'elle recevait. « Tu n'as pas d'argent, petite. Tu es pauvre, » dit enfin le directeur, sa voix basse mais tranchante. « Et plus vite tu accepteras cela et sortiras d'ici, mieux ce sera pour tout le monde. » La fillette mordit sa lèvre inférieure. Ses mains tremblaient légèrement, mais elle ne bougea pas. Elle ne reprit pas son ours. Elle ne s'enfuit pas. Elle resta simplement là, debout, à attendre. « Je vais attendre que vous traitiez la carte, » dit-elle, et il y avait quelque chose dans sa voix qui fit hésiter le directeur à nouveau. Il regarda autour de lui, cherchant l'appui de ses collègues. L'un haussa les épaules, comme pour dire « traite-la vite et renvoie-la ». Un autre fit un geste impatient. Le directeur soupira bruyamment, prit la carte à contre-cœur et se dirigea vers l'ordinateur. « C'est ridicule, » marmonna-t-il, tapant avec une force inutile. « Je vais traiter cette carte et quand elle sera invalide ou volée, tu devras m'expliquer exactement où tu l'as eue. Et sois sûr que la police voudra aussi te parler. » La fillette ne répondit pas. Elle observa simplement, avec ses grands yeux déterminés, pendant que le directeur passait la carte dans le lecteur. La machine émit un bip. L'écran clignota. Et alors, quelque chose d'étrange se produisit. Le visage du directeur changea. L'arrogance disparut,
remplacé par la confusion. Il cligna plusieurs fois, se penchant plus près de l'écran. Ses doigts tapèrent à nouveau, plus lentement cette fois. Un autre bip. Il devint pâle. « Cela ne peut pas être juste, » murmura-t-il. « Qu'y a-t-il » demanda une collègue, s'approchant. Le directeur ne répondit pas. Ses yeux restaient collés à l'écran, la bouche légèrement ouverte. Il passa sa main sur son visage, puis regarda la fillette avec une expression complètement différente. Ce n'était plus du mépris. C'était proche de la panique. Les rires s'étaient tus. Le hall était devenu absolument silencieux, tous percevant que quelque chose avait changé. La collègue à côté du directeur put voir l'écran et porta la main à la bouche, étouffant un cri de surprise. La fillette resta immobile, mais maintenant un petit sourire effleurait le coin de ses lèvres. Elle savait ce qu'il voyait. Elle savait ce que l'ordinateur montrait. Et elle savait que tout était sur le point de changer. Si tu apprécies cette histoire et veux savoir ce qui se passe quand la vérité éclate, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains chapitres de ce retournement incroyable. Le directeur recula de l'ordinateur comme si l'écran était en feu. Ses mains tremblaient tandis qu'il essayait de traiter ce qu'il voyait devant ses yeux. Des chiffres. Beaucoup de chiffres. Tant de zéros que son esprit mit quelques secondes à calculer la valeur réelle. « Monsieur Richardson, que se passe-t-il » demanda l'assistante, sa voix chargée d'inquiétude en remarquant la pâleur de son patron. Richardson ne put répondre immédiatement. Il avala difficilement sa salive, ses yeux parcourant à nouveau l'écran, comme s'il espérait que les chiffres disparaissent ou qu'il s'agisse d'une erreur du système. Mais il n'y avait pas d'erreur. Le solde était là, réel et impossible à ignorer. Et juste en dessous, le nom du titulaire du compte fit se retourner son estomac. « Ça doit être une erreur du système », réussit-il finalement à dire, mais sa voix était faible, sans conviction. La fillette inclina la petite tête sur le côté, l'observant avec une expression mêlant innocence et quelque chose de plus profond. « Ce n'est pas une erreur. Mon père a dit que vous réagiriez comme ça. Il a dit que les gens réagissent toujours comme ça. » Richardson sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il regarda la fillette, les yeux écarquillés, commençant enfin à assembler les pièces du puzzle. « Ton père, qui est ton père ?»« Vous le savez déjà, » répondit-elle simplement. Et il savait. Le nom à l'écran était incontestable. Un nom que tout employé de la Sterling Trust Bank connaissait, qui se murmurait avec respect dans les couloirs, qui apparaissait dans les notes internes et les réunions de direction. Le fondateur. L'homme qui avait construit cet empire financier à partir de rien, qui détenait des parts dans des dizaines d'entreprises à travers le pays, dont la fortune était estimée en milliards. « Non, ce n'est pas possible », murmura Richardson, mais même lui percevait combien son déni sonnait pathétique. L'assistante put enfin voir l'écran dans son intégralité et son visage perdit toute couleur. Elle recula d'un pas, se couvrant la bouche avec les deux mains. D'autres employés commencèrent à s'approcher, curieux de savoir ce qui causait une telle agitation. L'atmosphère dans le hall avait complètement changé. Les rires cessèrent. Les murmures malveillants furent remplacés par un silence lourd et inconfortable. Richardson tenta de reprendre un peu le contrôle de la situation. Il redressa sa cravate, passa la main dans ses cheveux et força un sourire qui ressemblait plus à une grimace. « Eh bien, peut-être qu'il y a eu un malentendu. Si tu es vraiment qui tu prétends être, alors... » « Alors vous m'avez traité de menteuse, » l'interrompit la fillette, sa voix claire traversant les excuses pathétiques. « Vous avez dit que j'avais volé, que je n'avais pas d'argent, que les filles comme moi n'ont pas leur place ici. » Chaque mot était une accusation. Richardson sentit le poids de tous les regards sur lui maintenant. Les gens qui, quelques instants plus tôt, riaient avec lui, le regardaient maintenant avec un mélange de choc et de désapprobation croissante. Certains avaient déjà compris la gravité de ce qu'ils observaient. « Je ne voulais pas dire. C'était juste une procédure de sécurité standard, » bafouilla-t-il, sachant combien cela sonnait ridicule. « Vous devez comprendre, un enfant seul avec une carte comme celle-ci, c'est inhabituel. Vous ne traiteriez pas un enfant blanc de cette façon, » dit une voix depuis le fond du hall. Le commentaire tomba comme une bombe. Richardson se retourna brusquement, essayant d'identifier qui avait parlé, mais ne trouva que des visages sérieux qui le regardaient. La vérité de cette affirmation flottait dans l'air, impossible à nier. Ça n'a rien à voir avec. Commença-t-il, mais sa voix échoua. Comment pouvait-il nier l'évidence? Les caméras de sécurité avaient tout filmé. Les personnes avec des téléphones avaient enregistré. Il n'y avait aucun moyen d'échapper à ce qu'il avait fait, à ce que tout cela avait vu ou auquel ils avaient participé. La fillette reprit son ours et le serra contre elle. « Mon père a dit que vous alliez essayer de vous excuser après. Il a dit que les gens essaient toujours de réparer les choses quand ils découvrent qui je suis.
Mais il a dit que ça ne change pas ce que vous pensiez vraiment de moi quand vous m'avez vu. Les mots frappèrent Richardson comme des coups de poing. Il ouvrit et ferma la bouche plusieurs fois, cherchant une réponse, une défense, n'importe quoi qui pourrait le sauver de cette situation. Mais il n'y avait rien à dire. La fillette avait absolument raison. Je voudrais parler au directeur général, dit calmement la fillette. Mon père a dit que s'il y avait le moindre problème, je devais demander à parler au directeur général. Richardson sentit son monde s'effondrer. Le directeur général. Son patron. La personne qui décidait des promotions, des licenciements et de tout l'avenir de sa carrière. Et il devrait expliquer pourquoi il avait humilié publiquement la fille du fondateur de la banque. Ce n'est pas nécessaire, tenta-t-il, la panique évidente dans sa voix. Nous pouvons régler ça ici même. Que veux-tu? Je peux arranger n'importe quoi. Je voulais juste voir mon compte, répondit la fillette. C'était tout. Mais vous avez tout compliqué. Vous m'avez fait sentir petite. Comme si je ne méritais pas d'être ici. Des larmes apparurent enfin dans ses yeux, mais ce n'étaient pas des larmes de faiblesse. C'étaient des larmes de colère juste, de dignité blessée, d'un enfant qui avait compris trop tôt combien le monde pouvait être cruel sans raison. La porte principale de la banque s'ouvrit avec force. Le son résonna dans le hall, faisant se retourner tout le monde. Un homme entra à grands pas déterminés. Son costume était impeccable, son allure imposante. Mais le plus impressionnant était l'expression de son visage. Une colère froide et maîtrisée qui fit même reculer les clients les plus arrogants. Il traversa le hall en quelques secondes, et quand ses yeux rencontrèrent ceux de sa fille, son expression s'adoucit juste un instant. Puis il vit les larmes sur son visage, l'ours serré contre sa poitrine, et la fureur revint multipliée. « Papa !» murmura la fillette. L'homme s'agenouilla devant elle, essuyant doucement ses larmes. « Je regardais tout depuis la voiture, ma chérie. Tu as été très courageuse. » Puis il se releva, et son regard balaya le hall comme un rayon laser, s'arrêtant finalement sur Richardson. « Toi, dit-il, et ce mot unique portait le poids d'une sentence. Tu as la moindre idée de ce que tu viens de faire. » Richardson ne put répondre. Il resta simplement là, paralysé, réalisant que sa vie était sur le point de changer pour toujours. Et ce ne serait pas pour le mieux. Le silence qui suivit fut absolu. Même le bruit de la climatisation ne semblait pas oser briser ce moment. L'homme resta debout devant Richardson, et la différence entre eux était frappante. L'un exsudait pouvoir et contrôle, l'autre transpirait peur et désespoir. Monsieur Castellan réussit enfin à bafouiller Richardson, reconnaissant le fondateur de la banque. « Je ne savais pas, elle n'a pas dit, c'était un malentendu. » « Ce n'était aucun malentendu, » coupa Castellan, sa voix basse mais létale. « J'étais de l'autre côté de la rue. J'ai regardé chaque seconde. J'ai entendu chaque mot. J'ai vu chaque rire. Et maintenant je vais poser une question très simple. Pensez-vous que j'aurais mis ma fille dans cette situation sans raison? » La question prit Richardson au dépourvu. Il cligna des yeux, confus, essayant de comprendre ce que cela signifiait. « Je ne comprends pas. »« Bien sûr que vous ne comprenez pas, » dit Castellan, et il y avait quelque chose de terrible dans son ton calme. « Laissez-moi vous expliquer. Il y a 3 mois, j'ai reçu 27 plaintes formelles de clients noirs concernant un traitement différencié dans cette agence. 27. Dans une seule agence, en un seul trimestre. » Richardson devint encore plus pâle. Il n'avait aucune idée que le fondateur était au courant de ces chiffres. Il pensait que les plaintes avaient été enterrées dans les rapports internes, ignorées comme elles l'étaient toujours. « J'ai décidé d'enquêter personnellement, » continua Castellan, son regard balayant le hall. « J'ai engagé des auditeurs indépendants. Nous avons analysé les enregistrements de sécurité, révisé les transactions. Et savez-vous ce que nous avons découvert? Un schéma. Un schéma clair et indiscutable de discrimination. » Des murmures commencèrent à se répandre dans le hall. Les employés échangeaient des regards nerveux. Les clients se repositionnaient, certains gênés d'avoir ri quelques instants plus tôt. Les clients noirs attendaient en moyenne 42% de temps en plus pour être servis, énuméra Castellan, sa voix prenant de l'ampleur. Leur identité était remise en question 3 fois plus fréquemment. Ils étaient dirigés vers des produits de moindre valeur, même lorsqu'ils étaient éligibles à de meilleures options. Et lorsqu'ils se plaignaient, ils étaient traités avec mépris ou simplement ignorés. Richardson tenta de parler, mais Castellan leva la main pour le faire taire. Mais j'avais besoin de plus que des chiffres. Je devais voir de mes propres yeux comment cela se produisait. Comment des employés de ma banque, des personnes que j'emploie et paie, traitent d'autres êtres humains. Alors j'ai créé un test. Un test très simple. La compréhension commença à se dessiner sur les visages.
Certains avaient déjà compris, d'autres digéraient encore l'information. Castellan se tourna vers sa fille, qui observait tout avec ses grands yeux attentifs. « Ma fille a 6 ans. Elle est intelligente, courageuse et gentille. Et aujourd'hui, je lui ai demandé de faire quelque chose de très difficile. Je lui ai demandé d'entrer dans cette banque seule, avec une carte que je lui ai donnée, et simplement demander à voir son compte. » Il fit une pause, laissant cette idée pénétrer. « Un enfant. Une tâche simple. Et regardez ce que vous avez fait. » La femme au talon haut qui avait ri plutôt baissa la tête, incapable de croiser le regard de quiconque. L'homme aux lunettes noires rangea rapidement son téléphone, comme s'il voulait disparaître. Le garde de sécurité décroisa les bras, semblant soudainement très intéressé par le sol. Elle n'était pas perdue. Elle ne jouait pas. Elle n'a rien volé, dit Castellan, chaque mot martelé avec précision. Elle faisait exactement ce que tout client a le droit de faire. Mais parce qu'elle est une enfant noire, vous avez supposé le pire. Vous vous êtes moqué d'elle. Vous l'avez humiliée. Vous l'avez accusée de crime. Richardson tenta à nouveau de se défendre. S'il vous plaît, monsieur Castellan, je jure que ce n'était pas à cause de la couleur de sa peau. C'était parce qu'elle est un enfant, et qu'elle était seule, et... Arrêtez, ordonna Castellan. Arrêtez d'insulter mon intelligence et celle de tous ici. Nous savons tous les deux la vérité. Et maintenant, grâce aux caméras et au téléphone d'une poignée de personnes ici, le monde entier le saura aussi. C'est alors que Richardson réalisa l'ampleur du problème. Les enregistrements, les vidéos que les clients avaient faites. Tout serait diffusé. Sa carrière, sa réputation, tout détruit en quelques minutes. Que comptez-vous faire ? Demanda-t-il, et il y avait de la défaite dans sa voix. Castellan ne répondit pas immédiatement. Il marcha jusqu'au centre du hall, où tout le monde pouvait le voir et l'entendre clairement. Lorsqu'il parla à nouveau, sa voix résonna avec une autorité absolue. « Je vais faire ce qui aurait dû être fait il y a longtemps. Cette agence sera temporairement fermée. Chaque employé suivra une formation obligatoire sur les préjugés implicites et le service équitable. Ceux qui refuseront ou échoueront seront licenciés. Les enregistrements de ce qui s'est passé ici aujourd'hui seront rendus publics, sans montage. » Le choc parcourut l'environnement comme une onde électrique. Les employés se regardèrent, certains paniqués, d'autres en état de déni. « Mais avant tout cela, » continua Castellan, revenant son attention vers Richardson, « vous allez faire quelque chose de spécifique. Vous allez vous agenouiller et présenter vos excuses à ma fille. Pas par peur de moi ou de ce que je peux faire à votre carrière. Mais parce que c'est la chose juste à faire. Parce qu'elle le mérite. Parce que chaque enfant qui entre dans cette banque mérite d'être traité avec dignité et respect, indépendamment de la couleur de sa peau. » Richardson regarda autour de lui, cherchant une issue, une alternative, n'importe quoi. Mais il ne trouva que des visages qui le jugeaient. Lentement, avec des mouvements rigides de quelqu'un qui a perdu toute arrogance, il s'approcha de la fillette. Ses jambes tremblaient lorsqu'il s'agenouilla devant elle. La fillette l'observa avec ses yeux profonds, attendant. Et pour la première fois ce jour-là, Richardson vit vraiment qui se trouvait devant lui. Pas une menace, pas une erreur, pas quelque chose à écarter. Un enfant. Juste un enfant qui méritait mieux. « Je suis désolé, » dit-il, et sa voix se brisa. La fillette regarda Richardson agenouillé devant elle et inclina légèrement la tête. Pendant un long moment, elle ne dit rien. Elle se contenta d'observer cet homme qui, quelques minutes plus tôt, l'avait traité comme une ordure, maintenant réduit à une demande pathétique de pardon. Puis, d'une voix qui semblait beaucoup plus âgée que ses 6 ans, elle répondit. « Vous ne vous excusez pas parce que vous êtes désolé. Vous vous excusez parce que vous avez été pris. » La vérité de ces mots traversa Richardson comme une lame. Il baissa la tête, incapable de répondre. La fillette avait raison. Terriblement, indéniablement raison. Castellan posa la main sur l'épaule de sa fille, un geste à la fois protecteur et fier. « Relève-toi, » ordonna-t-il à Richardson. « Votre tentative de rédemption arrive trop tard et est insuffisante. Passons maintenant à ce qui compte vraiment. » Il fit un signe, et 3 personnes entrèrent dans la banque. 2 femmes et un homme, tous portant des dossiers et du matériel. L'un d'eux commença à installer une petite caméra sur un trépied. Un autre ouvrit un ordinateur portable. La 3e distribua des documents aux employés présents. « Ce sont les avocates et le directeur des ressources humaines corporatifs, » annonça Castellan. « Ils vont mener des entretiens individuels avec chaque employé de cette agence. Ils vont examiner chaque transaction suspecte des 6 derniers mois. Et ils vont mettre en œuvre des changements immédiats dans la politique de service. » Richardson avala difficilement sa salive. « Monsieur, je perds donc mon emploi. »
Votre emploi? Répéta Castellan, comme si la question était absurde. Vous pensez que perdre votre emploi suffit? Vous avez humilié publiquement un enfant. L'avez accusé de crime. Vous vous êtes moqué d'elle. Et vous avez fait tout cela alors que d'autres regardaient et participaient. Non, monsieur Richardson. Vous ne perdrez pas seulement votre emploi. Un des avocats s'avança, tendant un document à Richardson. Procès civil pour discrimination, diffamation et détresse émotionnelle, expliqua-t-il. Le montant sera entièrement reversé à des organisations qui luttent contre le racisme. Mais votre nom sera associé à ce procès. Tout futur employeur qui cherchera votre nom découvrira exactement le type de personne que vous êtes. Richardson lut le document avec des mains tremblantes. Les chiffres étaient dévastateurs. Sa vie financière serait ruinée. Mais pire encore était la description détaillée de ses actions, mot pour mot, rire par rire, tout documenté et prêt à être rendu public. Mais ce n'est pas seulement vous, continua Castellan, se tournant maintenant vers le reste du hall. Tous ceux qui ont ri, tous ceux qui ont filmé pour s'amuser, tous ceux qui sont restés silencieux alors qu'ils pouvaient intervenir. Vous faites tous partie de cela aussi. La femme au talon haut fit un pas en avant, les larmes coulant sur son visage. Monsieur Castellan, je n'ai pas réfléchi. Ce que j'ai fait était horrible. S'il vous plaît, acceptez mes excuses. Gardez vos excuses, répondit sèchement Castellan. Ce que je veux, c'est un changement. Un vrai changement, pas des paroles vides prononcées par peur des conséquences. Il prit l'ordinateur portable d'un des avocats et fit pivoter l'écran pour que tout le monde puisse voir. C'était une diffusion en direct. Les vues dépassaient déjà 50 000 et continuaient de monter rapidement. Il y a 15 minutes, j'ai commencé à diffuser tout ce qui se passe ici sur les réseaux sociaux officiels du Sterling Trust Bank. 53 000 personnes regardent en ce moment précis. Elles ont vu comment ma fille a été traitée. Elles ont vu les rires, les accusations, le mépris. Et elles voient maintenant les conséquences. Le choc fut immédiat. Les gens prirent frénétiquement leur téléphone, certains essayant de sortir discrètement, d'autres figés de terreur. La perception que leurs actions n'étaient plus privées, que le monde entier avait été témoin de leur cruauté, était écrasante. Vous pensez que le racisme se produit en secret? Demanda Castellan, sa voix montant. Vous pensez que c'est quelque chose que seules les mauvaises personnes font dans des lieux cachés? Non. Cela se produit ici. Dans les banques, dans les magasins, dans les écoles, dans les hôpitaux. Cela se produit en plein jour, devant des témoins, parce que les gens croient qu'il n'y aura pas de conséquences. Il pointa la caméra. Mais aujourd'hui, il y a des conséquences. Aujourd'hui, le monde regarde. Et ce n'est pas seulement cette agence ou ses employés. C'est à propos de toutes les fois où quelqu'un a été jugé sur la couleur de sa peau. Toutes les fois où un enfant a été traité comme un criminel pour exister dans un espace où d'autres pensaient qu'il n'avait pas sa place. Une jeune employée, qui était restée silencieuse pendant tout l'incident, s'avança. « Monsieur Castellan, je n'ai pas ri. Je n'ai pas filmé. Mais je n'ai rien fait non plus pour défendre votre fille, et cela me rend aussi coupable que les autres. J'accepte toutes les conséquences, mais s'il vous plaît, laissez-moi faire partie de la solution. » Castellan observa la jeune femme un instant. « Quel est ton nom ?»« Jennifer, monsieur. »« Jennifer, tu as raison. Le silence face à l'injustice est une complicité. Mais le reconnaître est la première étape. Tu vas travailler directement avec notre équipe de diversité et inclusion. Tu vas aider à repenser nos protocoles de service. Et tu vas veiller à ce qu'aucun enfant, personne, ne soit traité comme ma fille a été traitée aujourd'hui. » Jennifer acquiesça vigoureusement, les larmes mêlées de soulagement et de détermination dans ses yeux. Castellan se tourna vers la caméra, parlant maintenant directement aux dizaines de milliers de personnes qui regardaient. « Voici ma promesse publique. Le Sterling Trust Bank ne tolérera plus aucune forme de discrimination. Nous allons revoir toutes nos agences. Mettre en place une formation obligatoire. Créer des canaux directs de signalement. Et licencier toute personne qui ne peut pas traiter tous les clients avec dignité et respect égaux. » Il fit une pause, laissant ces mots résonner. « Et pour ceux qui pensent que je fais cela uniquement parce que ma fille a été affectée, vous avez partiellement raison. Mais la vérité est que cela aurait dû être fait depuis longtemps. Il n'aurait pas fallu l'humiliation de ma fille pour que j'agisse. C'est ma faute en tant que leader, et j'assume cette responsabilité. » L'honnêteté brutale de ses paroles fit taire même les critiques. Castellan ne se contentait pas de punir les autres. Il assumait également sa part de responsabilité. Il s'agenouilla à nouveau à côté de sa fille. « Tu as été très courageuse aujourd'hui. Plus courageuse qu'aucun enfant ne devrait jamais avoir besoin de l'être.
Et je promets que j'utiliserai ce qui s'est passé ici pour faire une vraie différence. Pour que d'autres enfants n'aient pas à traverser ce que tu as traversé. » La fillette serra son père dans ses bras, et dans cette étreinte, il y avait de la douleur, mais aussi de l'espoir. 3 semaines plus tard, l'agence du Sterling Trust Bank a rouvert ses portes. Mais ce n'était plus la même agence. Tout avait changé. Les murs arboraient désormais des fresques colorées représentant la diversité et l'inclusion. Un panneau numérique à l'entrée montrait en temps réel les statistiques de service, les temps d'attente et les évaluations des clients, ventilés par données démographiques. Transparence totale. Tout le monde pouvait voir s'il y avait des disparités dans le traitement. Jennifer se tenait à l'entrée, portant un badge spécial l'identifiant comme coordinatrice de l'expérience équitable. Elle saluait chaque client entrant, offrait son assistance et veillait à ce que tous se sentent bienvenus. À ses côtés, 3 nouveaux employés, soigneusement sélectionnés et formés, faisaient de même. Richardson n'était plus là. Son licenciement avait été immédiat. La procédure judiciaire suivait son cours, et son histoire était devenue un cas étudié dans les écoles de management comme exemple de la façon dont les préjugés détruisent carrière et organisation. Il avait tenté de trouver un emploi dans d'autres banques, mais le reportage sur l'incident, vu par des millions de personnes, l'avait rendu intouchable dans le secteur financier. 4 autres employés avaient été licenciés après que les entretiens eurent révélé des comportements discriminatoires constants. 2 d'entre eux avaient démissionné avant même les audiences, incapables d'affronter les conséquences de leurs actes. Ceux qui restaient ont suivi un programme intensif de 3 semaines, non seulement sur les politiques antidiscrimination, mais sur l'empathie, voir au-delà des apparences et reconnaître leurs propres préjugés implicites. Le changement ne se limitait pas à cette agence. Castellan avait tenu sa promesse. Les 147 agences du Sterling Trust Bank à travers le pays avaient subi le même processus. Des auditeurs indépendants ont visité chacune d'elles. Des clients ont été interviewés. Des enregistrements ont été revus. Et partout où une discrimination était détectée, une action immédiate était entreprise. Mais la véritable transformation allait au-delà des licenciements et formations. Castellan créa un fonds de 5 millions de dollars pour soutenir de petits entrepreneurs issus de communautés marginalisées. Il établit des bourses pour les jeunes noirs intéressés par des carrières financières. Il mit en place des quotas de diversité non seulement pour le recrutement, mais aussi pour les postes de direction. Il ne suffit pas de ne pas être raciste, déclara-t-il lors d'une conférence de presse nationale. Il faut être activement antiraciste. Il faut créer des systèmes qui non seulement punissent la discrimination, mais la rendent impossible à prospérer. L'histoire de la fillette à la banque devint virale. Pas seulement la vidéo originale, mais des dizaines d'analyses, commentaires et discussions. Les enseignants utilisaient le cas en classe. Les militants le citaient lors de manifestations. D'autres entreprises commencèrent à revoir leur propre politique, craignant de devenir le prochain exemple public d'échec institutionnel. Mais au milieu de tout ce tumulte, la fillette restait simplement un enfant. Elle retourna à l'école, joua avec ses amis, serra son ours en peluche usé toutes les nuits avant de dormir. Son père veillait à la protéger de la majeure partie de l'attention médiatique, permettant seulement quelques apparitions soigneusement sélectionnées. Lors de l'une de ces apparitions, dans une émission matinale, l'intervieweuse lui demanda si elle avait eu peur lorsqu'elle était entrée seule dans la banque. « Oui », répondit la fillette honnêtement. « Mais mon père m'a dit que parfois, il faut avoir peur et être courageux en même temps. Il a dit que c'est ainsi que les choses changent. »« Et tu penses que les choses ont changé ?» demanda l'intervieweuse. La fillette réfléchit un instant, balançant ses jambes sur la chaise trop haute pour elle. « Je pense que certaines personnes ont changé. Mais certaines font juste semblant de changer parce qu'elles ont peur d'être prises. Mon père dit que le vrai changement prend du temps. Mais chaque personne qui comprend vraiment fait la différence. » La sagesse de ces mots, venant d'un enfant de 6 ans, émut des millions de téléspectateurs. Les extraits de ce moment circulèrent pendant des semaines, partagés avec des sous-titres et des commentaires sur la façon dont même les enfants comprennent des concepts que beaucoup d'adultes refusent d'accepter. 6 mois après l'incident, l'agence rénovée du Sterling Trust Bank était devenue celle qui avait les meilleures performances du réseau. Pas par hasard. Des clients de toutes origines s'y sentaient en sécurité. Ils savaient qu'ils seraient traités avec respect. Et cette réputation attirait des affaires. Jennifer fut promue directrice, la plus jeune de l'histoire de la banque. Dans son discours d'intronisation, elle parla de ce jour fatidique. « J'aurais pu parler. J'aurais dû parler. Porter, cette honte m'a transformé. Maintenant, chaque fois que je vois quelque chose de mal, je parle. Peu importe qui est impliqué. Peu importe le coût. Car le coût du silence est toujours plus grand. » Quant à Castellan et sa fille, ils retournèrent dans cette agence exactement 1 an après l'incident. Non pour confronter ou rappeler,
mais pour célébrer. La fillette, désormais âgée de 7 ans, entra main dans la main avec son père. Les employés la saluèrent chaleureusement. Les clients sourirent. Des enfants d'autres familles firent signe, la reconnaissant des vidéos. Elle s'approcha du comptoir où elle avait été humiliée et y déposa quelque chose. Son ours en peluche usé. « Je veux le donner », annonça-t-elle. « Pour la salle d'attente des enfants. Pour que d'autres enfants qui viendront ici et seront nerveux aient quelque chose à câliner. » Le geste simple et pur fit couler des larmes aux yeux des présents. Jennifer accepta l'ours avec des mains tremblantes, le plaçant dans un endroit d'honneur dans le nouvel espace pour enfants qu'ils avaient créé. « Le vrai changement, » dit Castellan en observant sa fille, « commence par le courage. Mais il se maintient par la compassion. » Ce jour à la banque enseigna quelque chose qu'aucune formation corporative n'aurait pu. Cela enseigna que la dignité n'est pas négociable, que le respect n'a pas de couleur, et que lorsqu'un enfant peut changer tout un système simplement en demandant à être vu comme un être humain, c'est que quelque chose n'allait profondément depuis le début. L'histoire de la fillette qui avait été moquée pour être pauvre, mais qui était la fille d'un milliardaire, n'était pas vraiment une histoire d'argent. C'était une question de valeur humaine. De la manière dont nous traitons les gens quand nous pensons qu'ils n'ont pas de pouvoir. De ce que nous faisons lorsque personne ne regarde, ou lorsque nous pensons que nos actions n'auront pas de conséquences. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette histoire, peut-être est-il temps de regarder votre propre vie et de vous demander « Comment je traite les gens qui semblent n'avoir aucun pouvoir ? Comment réagis-je lorsque je vois l'injustice ? Est-ce que je parle, ou est-ce que je me tais ?» Ces questions ne sont pas faciles, mais elles sont nécessaires. Et si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires qui nous font réfléchir, ressentir et qui sait, changer.